Chapitre 10. Origine du gardien des étoiles. David resta silencieux. Parler dans ce vide était inutile. Les entités responsables de ces cavernes, capables de l'immobiliser sans contact physique, semblaient avoir un contrôle total sur la situation. Il se sentit soulevé dans les airs, son corps basculant lentement vers l'arrière jusqu'à être allongé au-dessus du sol. Il essaya de relever la tête, mais tout mouvement lui était impossible. Les champs immatériels qui maintenaient son torse agissaient comme un harnais souple, tandis que ceux enserrant ses membres étaient d'une rigidité implacable. David se sentit dériver doucement à l'intérieur de la caverne, les pieds en avant. La sensation était étrange, semblable à celle de pénétrer dans une eau chaude et parfumée, mais parfaitement respirable. Dès que sa tête franchit le seuil du sas, il tomba dans un sommeil profond, sans rêve. Lorsqu'il ouvrit les yeux, le temps semblait ne pas s'être écoulé, mais il sentait une présence proche, à laquelle il ne put attribuer une forme. Une chaleur diffuse l'enveloppait, rappelant un après-midi d'été sur Terre. La pièce baignait dans une lueur rouge tamisée, juste suffisante pour discerner les contours des murs. En tournant la tête, il distinguait vaguement les parois d'une petite salle. Il n'y avait ni mouvement, ni trace de vie. Pourtant, non loin de lui, s'activait une intelligence vive. David en était certain, sans pour autant se l'expliquer. Il se redressa prudemment et, perplexe, s'assit sur une surface souple, suspendue au-dessus du sol. Une voix résonna, sans origine identifiable. La créature reprend conscience. La fin de la phrase se perdit dans une série de sons incohérents, comme brouillés par une transmission défaillante. De quelle direction provenait la voix? De nulle part et de partout à la fois. Une seconde voix lui fit écho, différente, plus douce, et étrangement réconfortante. « Vous sentez-vous bien, créature ?» David tourna la tête. « Où êtes-vous? Je ne vous vois pas. » La première voix, qui était plus dure et que David attribua à, disons, Bob, répondit. « C'est bien ce que je disais. Vous n'êtes pas équipé pour voir l'esprit. » La dernière partie de la phrase était confuse elle aussi, mais pour David, il avait parlé de voir l'esprit. L'esprit? Je peux voir la matière, mais ici, il n'y a presque pas de lumière. Un silence suivit, comme si les entités réfléchissaient. Un objet se glissa soudain autour de son poignet, son hyperlink. « Ceci est-il lié à votre notion de lumière ?» demanda Bob. « Oui, bien sûr, vous ne voyez pas ?» Il actionna l'appareil, projetant de la lumière sur les murs d'une pièce totalement vide de tout objet et de tout être vivant. La surface sur laquelle il était assis était transparente et flottait à 1,50 m du sol. Alice, David décida de l'appeler ainsi, réagit avec excitation. « Fascinant! Votre système visuel s'active pour des ondes électromagnétiques de 2 électronvolts. » Bob protesta. « Pourtant son objet de main rayonne surtout dans l'infrarouge. Je m'étais basé là-dessus. » Le faisceau lumineux changea soudain de teinte, passant de l'orange au jaune, puis au blanc. David plissa les yeux. « Et vous pourriez aussi baisser la température ?» demanda-t-il. « Mais on l'a réglée sur votre corps. »« J'apprécierais pourtant que vous la baissiez un peu. » Un souffle frais effleura sa peau, et la température ambiante diminua progressivement jusqu'à 20 degrés. Il nota leur volonté manifeste de répondre à ses besoins, et en attendant, se sentit redevable d'expliquer. Nos muscles, nos fonctions motrices sont bien optimales à 37 degrés, mais nous évacuons tout le temps de la chaleur par transpiration, par évaporation à notre surface, pour justement rester à 37 degrés à l'intérieur dans un environnement extérieur en général plus froid. Et nos yeux voient la lumière visible entre 400 et 800 nanomètres, ce qui correspond aux énergies de photons de 1,5 à 3 électronvolts. Vous communiquez directement avec mon esprit, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai l'impression que vous parlez dans ma langue. Votre dernier mot est confus, mais oui, nous communiquons. Comment voulez-vous faire autrement? Répondit Bob. David hocha la tête. En y réfléchissant bien, les sons qui provenaient des êtres ressemblaient un peu à une voix intérieure. C'est une illusion créée par des impulsions électriques très précises dans le cerveau qui imitent une vraie conversation, comme quand on lit un texte ou qu'on réfléchit. Si on observait David à travers une IRM, on verrait ces zones s'illuminer comme si on lui parlait réellement. C'est pour ça que les sons étaient confus quand il employait un terme qui n'éveillait aucune image précise, une sorte de bug du cerveau. Alice demanda. « Nos légendes racontent qu'auparavant nous étions incapables de partager nos pensées directement. Nous utilisions des ondes organisées électromagnétiques et acoustiques destinées aux yeux et aux oreilles. Vous en êtes là, créature? » C'est exact, dit David. Depuis combien de temps je suis ici? Depuis un peu plus d'une rotation planétaire, répondit Bob. Nous avions déjà étudié plusieurs créatures de surface avant vous, dont une tout récemment,
mais aucune n'était aussi fonctionnelle. David sourit. Cette référence aux créatures lui évoquait Griswold. Il dit prudemment. Avez-vous terminé de m'examiner? Alice s'empressa de répondre. Vous avez peur que nous vous fassions du mal. Je perçois nettement dans vos pensées cette crainte. Comme si nous pouvions interférer avec vos fonctions vitales juste pour satisfaire notre curiosité. Quelle horrible idée! David sentit une pointe de soulagement. Je m'excuse si mes pensées vous ont offensé. Je ne suis pas familier de vos méthodes. Bob intervint. Nous avons ce qu'il nous faut. Nos interfaces psychomécaniques nous ont permis d'explorer votre structure moléculaire sans aucun contact physique. David fronça les sourcils. Psychomécanique? Je ne comprends pas. Êtes-vous familier des conversations matière-esprit? Non. Il y eut une pause. Puis Bob reprit sèchement. Je viens d'étudier votre esprit, vos notions scientifiques ne vous permettraient pas de comprendre mes explications. David, vexé, répondit. Désolé. Bob dit. Permettez-nous de vous poser une question? David hocha la tête. Allez-y. Je n'ai pas compris le dernier mot. Ce n'était qu'une forme de politesse. Il y eut à nouveau un temps. Oh oui, je vois vous compliquer vos communications pour vous adapter à la personne à laquelle vous vous adressez. Curieuse manie, mais je m'égare. Dites-moi, créature, depuis tout à l'heure, votre corps émet une chaleur anormalement élevée. Êtes-vous malade ou est-ce normal? C'est normal, les corps en vie évacuent de la chaleur. Les cadavres que vous avez étudiés avaient cessé de fonctionner et devaient être à température ambiante. Vous êtes originaire de cette planète? Avant de répondre à cette question, s'enquit David, puis-je vous demander quelle serait votre attitude envers des créatures issues d'une autre planète? Indifférente, ni hostilité, ni fascination. Vous et vos semblables ne suscitez que curiosité. Mais attendez, si vous pouvez lire dans mon esprit, pourquoi prendre la peine de poser des questions? Nous ne percevons que vos émotions et concepts généraux sans communication précise, mais cela dépasse votre compréhension de créature. Pour produire une information précise, une communication doit impliquer un effort de volonté. Cela dit, nos analyses montrent que vous êtes manifestement étranger à cette planète. Votre température de fonctionnement indique aussi un environnement beaucoup plus chaud que la surface, et votre composition biologique est radicalement différente de tout organisme ayant jamais évolué ici. Vous avez raison, nous venons d'une planète appelée Terre, c'est la planète située juste avant celle-ci en partant du Soleil. Fascinant, Mars étant plus petite que la Terre, ce qui a pu permettre l'apparition de conditions propices à la vie plus tôt dans l'histoire. Lorsque notre espèce s'est retirée dans ces cavernes, il y a un demi-million de révolutions, nous avions détecté de la vie sur votre monde, mais elle semblait dépourvue d'intelligence. Est-ce juste? Oui, dit David. Il s'était écoulé 1 million d'années depuis que les Martiens avaient quitté la surface de leur planète pour la protection souterraine. Voilà qui est très intéressant, dit Bob. Je dois aller communiquer cette information sans plus tarder à l'esprit central. Venez, vous me... Accordez-moi un instant, Eurystheus. J'aimerais encore communiquer avec la créature. Comme il vous plaira. Alice dit. Parlez-moi de votre monde. David s'exprima sans retenue, emporté par une étrange sensation de confort. Une chaleur douce l'envahissait, dissipant toute méfiance. Il ressentait un besoin irrésistible de répondre à ces êtres, si bienveillants à ses yeux. Les mots jaillirent sans filtre, et il raconta tout ce qu'il pouvait sur la terre. Quand Alice relâcha son emprise, il sursauta et demanda avec méfiance. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Rien de dangereux, je vous assure. Je me suis simplement permise d'effacer vos inhibitions pour faciliter notre échange. C'est, disons, un petit écart à nos protocoles. Mais comme vous n'êtes qu'une créature, et moi tellement curieuse, c'était seulement pour vous aider à parler librement. Votre méfiance est tellement inutile. Nous ne vous ferons aucun mal tant que vous ne nous en faites pas non plus. Et c'est pas trop tard, on occupe déjà toute la surface de votre planète. Vous me faites passer un genre de test de confiance? La surface ne nous intéresse pas, nous vivons ici. Alice reprit, mais avec un soupçon d'envie. Mais voyager d'un monde à l'autre, cela doit être exaltant. Nous savons que l'univers est vaste, peuplé d'innombrables étoiles, qui sont toutes des soleils avec des planètes autour. Et pourtant, ce sont des créatures comme vous qui en héritez. Heureusement que j'ai perçu votre descente maladroite, cela m'a permis de vous laisser la porte ouverte, sinon nous n'aurions jamais pu communiquer. Il demanda troublé. Comment avez-vous fait pour ouvrir ces accès? Alice répondit avec un naturel déconcertant. Par un acte de volonté, voyons. Mais je n'étais pas seule. Oui, ça m'a aidé. C'est pour ça qu'on nous a accordé le droit de vous interroger. David fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Évidemment, comment pourriez-vous, créature? Quand nous nous sommes réfugiés ici, nous avons dû déplacer plusieurs milliers de kilomètres cubes de matière. Vous nous accorderez que le plus simple était de les convertir en énergie et... Je n'ai pas compris la dernière partie. Ah, dans ce cas, tout ce que je peux dire, c'est que l'énergie a été stockée de telle sorte que nous y avons accès par un simple effort de l'esprit. Mais toute la caverne, ça fait beaucoup là, non? Cela représente une quantité énorme d'énergie, sans aucun doute. Nous vivons de cette énergie depuis un demi-million de révolutions.
et elle suffira pendant encore quelques 20 millions de révolutions. Depuis longtemps, notre science nous a permis de transcender la matière. Pour nous, la matière est une curiosité obsolète, en tout cas pour une utilisation personnelle. Nous sommes des entités d'esprit et d'énergie, nous ne connaissons plus ni mort ni naissance. Je suis ici avec vous, mais vous ne pouvez percevoir l'esprit, aussi avez-vous une conscience imparfaite de ma présence. Il hésita avant de demander. Mais des êtres comme vous pourraient habiter tout l'univers? Vous n'avez pas envie de vous étendre? Vous avez peur que nous rivalisions pour la domination de l'univers avec de misérables créatures matérielles telles que vous, que nous nous battions pour habiter les étoiles, c'est stupide. L'univers entier est déjà ici avec nous, nous suffisons. David garda le silence, puis lentement il porta la main à sa tête. Il sentait une sensation étrange, comme des filaments s'insinuant dans son esprit. Il se recula instinctivement, horrifié. « Je suis désolée, dit Alice, mais vous êtes une créature fascinante. Votre esprit m'a montré vos craintes, notamment celle que nous soyons responsables des dangers que vous affrontez. Je vous assure que ce n'est pas le cas. » Elle avait dit cela très simplement. David ne pouvait douter de sa sincérité. Il dit « Vous avez dit que ma biologie était différente de tout organisme ayant jamais évolué ici. Puis-je savoir en quoi ?» Alice protesta en une modulation agacée. « Enfin, vous voyez bien qu'ici les sucres sont les Vosgirs. Ah, mais j'oublie que vous n'êtes qu'une créature. Bien sûr que vous ne pouvez pas voir. » La modulation redevient aussi douce qu'auparavant. « La domination de l'univers par des créatures matérielles aussi éphémères que vous peut se faire par panspermie. Donc, envoyer des formes de vie ou des micro-organismes dans l'espace pour ensemencer la vie sur d'autres planètes. C'est ce qui a permis l'apparition de la vie sur Mars ou sur Terre, en fournissant les molécules organiques asymétriques essentielles, formées bien avant la naissance de notre système solaire. » David comprit où elle venait en venir. Oui, ce sont des notions de base de biophysique. Dans les météorites primitives, on peut extraire des acides aminés. Ces molécules à l'origine de la vie sur Terre sont asymétriques en ex-télévogyres, disons gauchères. Elles ont été véhiculées sur la Terre primitive par des grains cométaires et des météorites. Les sucres présents dans l'ADN des organismes vivants sont eux en miroir et donc uniquement dextrogyres, disons droitiers. Alice reprit. Le grand bombardement tardif a été une période durant laquelle les planètes ont subi de nombreux impacts d'astéroïdes et de comètes. Sur Mars, ces impacts ont été moins intenses que sur Terre, entraînant une liquéfaction moins étendue de la surface martienne. Par conséquent, 2 fois moins de fer a plongé vers le noyau de la planète, en laissant une quantité significative à la surface. C'est pourquoi elle est recouverte de rouille déposée sur les roches de fer beaucoup plus sombres. Cependant, sur Mars, malgré un excès d'acides aminés lévogyres primitifs, nous nous sommes retrouvés quand même avec des acides aminés uniquement dextrogyres, et donc nos sucres uniquement lévogyres. Vous pouvez en conclure que la biochimie de la vie provenant de la Terre est strictement incompatible avec celle de Mars. David pâlit, s'écarta des murs, et ne cherchant pas à masquer l'inquiétude dans sa voix, demanda. La chiralité des molécules comme les enzymes, l'ADN ou les protéines influencent radicalement leur structure et leur fonction. Si mon ADN ne fonctionne plus, êtes-vous sûr que je ne suis pas en danger ici? Alice s'empressa de le rassurer. Pas plus qu'à la surface. Les molécules martiennes sont éliminées par votre organisme. Il faudrait que vous absorbiez une grande quantité de molécules martiennes pour être affecté. Mais vos inquiétudes sont fondées, des mesures sont à prendre. Les produits de vos cultures seraient toxiques pour les êtres vivants de Mars et vice-versa. David, légèrement rassuré, insista. La maladie neurodégénérative de la vache folle est causée par un problème de chiralité des protéines prions qui se propage à tous les autres prions et qui, Alice le coupa. Vous faites erreur, il ne s'agit pas de la même échelle. Le problème ici n'est pas d'ordre chiral, mais réside dans le mauvais repliement des prions qui transforment la protéine en une forme anormale, induisant d'autres protéines à se replier de la même manière et provoquant des dommages dans les tissus, notamment dans le cerveau. David, à moitié convaincu, demanda. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas me proposer un goûter. J'ai bien peur que non. Elle s'arrêta un instant, puis dit avec une nuance de sympathie et d'inquiétude dans ce que David persistait à considérer comme une voix. On pourrait fabriquer des composés basiques adaptés à votre métabolisme, mais il faudrait qu'on fasse des recherches plus poussées. Vous avez vraiment faim, créature? Pour l'instant, j'ai encore de quoi tenir. Il m'est désagréable de vous considérer comme une simple créature, dit Alice. Avez-vous une dénomination? Puis comme si elle craignait de ne pas être comprise, elle ajouta. Comment vos semblables vous appellent-ils? David sourit légèrement. David Starr. Oh, c'est en rapport avec les étoiles parce que vous voyagez dans l'espace? Non, pas vraiment. Je ne suis pas le seul à voyager dans l'espace. Starr, dans ce contexte, n'a pas de sens particulier. Ce n'est qu'un son destiné à m'identifier, tout comme vos noms ne sont pour moi que des sons qui ne m'évoquent aucune image. Quel dommage, la référence s'y prêtait si bien. À votre place, moi, on m'aurait appelé le gardien des étoiles. C'est ainsi que David Starr entendit pour la première fois, de cette voix n'existant que dans son cerveau, le nom par lequel il serait bientôt connu à travers toute la galaxie.